Vous écoutez France Culture. Quatrième et dernier temps d'une semaine consacrée à l'histoire des prisons. Après avoir écouté le témoignage de Michel Vaujour lundi, réécouté le documentaire sur Michel Foucault et son travail autour de la prison mardi, nous être attachés hier à l'écoute des archives de l'émission Ras les murs de Radio Libertaire, seul programme régulier de dialogue avec les prisonniers. Nous allons ce matin, dans un débat historiographique, remonter au 19e siècle en nous posant la question, renouvelée récemment pendant l'actualité, de l'enfermement pour enfants et adolescents. C'est dans la première moitié du 19e siècle en effet, sous la Restauration et la monarchie de Juillet, que les réformateurs des prisons commencent à imaginer des modes alternatifs à l'incarcération pour les enfants. On invente alors les colonies agricoles ou encore les patronages et on débat sans fin entre partisans de la prison auburnienne et philadelphienne. Nous reviendrons sur tous ces termes et sur ces années 1830-1840 en poursuivant l'histoire jusqu'à aujourd'hui avec nos 4 invités. Avec Jean-Jacques Ivorel, il est chef du département de sciences humaines à l'école de protection judiciaire de la jeunesse de Roubaix. Avec Élise Ivorel, elle est docteur en histoire et ingénieure de recherche à l'université d'Angers. Avec Christian Carlier, il est chargé de mission responsable de la cellule histoire auprès de la direction de l'administration pénitentiaire. Ainsi qu'avec Jean-Claude Caron. Il est professeur d'histoire contemporaine à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et la plupart d'entre eux ont participé en 2006 au colloque international de Besançon sur la jeunesse et la délinquance urbaine depuis le 19e siècle qui vient d'être publié aux presses universitaires de Franche-Comté. Colonie, au large de la Bretagne, on m'a emprisonné, on me fait vivre le bagne, on me fait vivre le bagne, on me fait vivre le bagne. Je ne suis qu'un enfant, je n'ai pas connu ma mère, ma dette envers les grands, on me l'a fait payer cher, on me l'a fait payer cher, on me l'a fait payer cher. Code des prisons 1840. Tous les écrivains qui se sont occupés de la réforme des prisons sont d'accord sur le but qu'il faut se proposer. La correction de l'enfant par l'éducation, mais les moyens d'exécution ne sont pas les mêmes partout, quoique partout l'éducation des jeunes détenus est nécessairement les mêmes bases, à savoir la religion, l'instruction primaire et le travail. Dans certains établissements, vous le savez, on a pensé que les dortoirs communs devaient être préférés aux cellules pour mettre obstacle à des habitudes vicieuses et qu'on pouvait permettre aux enfants la distraction de conversations libres mais surveillées. Dans d'autres, au contraire, on a jugé qu'il fallait demander aux cellules de nuit et à la règle de silence des garanties contre la contagion des mauvaises mœurs et des mauvais conseils. Un essai plus hardi que tous les autres, mais unique, se poursuit même depuis près de 2 ans dans la maison de Paris, où plus de 450 enfants sont soumis au régime de l'emprisonnement individuel. Ainsi, monsieur le préfet, d'après les explications qui précèdent, les établissements affectés aux jeunes détenus sont de 3 sortes, savoir, primo, les maisons qui leur ont été exclusivement affectées dans un certain nombre de départements et qu'il convient, pour leur donner une signification légale, de désigner sous le titre de maison centrale d'éducation correctionnelle. Deuxio, les quartiers de correction des maisons centrales pour les enfants condamnés, mais où peuvent être aussi enfermés les enfants acquittés. Tertio, les colonies agricoles correctionnelles où ne peuvent être envoyés que des enfants acquittés. Dans une colonie, au large de l'Angleterre, on me fait travailler, mais moi je veux voir la mer, mais moi je veux voir la mer, oh oui je veux voir la mer. Je n'ai plus rien à Et sur une chanson, une musique de René Aubry qui s'intitule La chanson de la Grande Île. Donc ce texte signé du ministre secrétaire d'État de l'Intérieur, Duchâtel, c'était en 1840. Jean-Claude Caron, bonjour. Bonjour. Vous avez coordonné avec d'autres, justement avec Jean-Jacques Ivorel que nous avons au téléphone, et ainsi qu'Anis Tolara-Lamar, le colloque qui s'intitule, dont la publication s'intitule Les âmes mal nées, un colloque organisé donc à l'université de Besançon en novembre 2006 et dont le sous-titre est très précis, Jeunesse et délinquance
délinquance urbaine en France et en Europe au 19e, 20e et 21e siècle, publié donc aux presses universitaires de Franche-Comté. Alors ce texte de 1840 nous plonge tout de suite dans cette première moitié du 19e siècle qui est à l'origine de cette inquiétude, pourrait-on dire, des sociétés européennes vis-à-vis de la délinquance des jeunes enfants. Alors c'est un siècle et une période, effectivement, ce premier 19e siècle, de débats au fond dont les termes nous sont encore familiers. Avec le danger d'ailleurs de faire dire à ces termes ce qu'ils ne disaient pas à l'époque. Alors oui, ça il faudra préciser. Ça. Parce qu'on trouve au fond un vocabulaire qui nous est très contemporain, mais il n'est pas sûr que les gens mettent exactement la même chose à cette époque-là. Et ce texte que vous avez cité de Duchâtel, qui est ministre de l'Intérieur de l'époque, est intéressant parce que je voudrais citer à mon tour un autre bout qui montre bien quel est au fond l'état d'esprit de Duchâtel quand il dit « Il peut être utile dans l'intérêt général qu'on sache bien que tout enfant, même acquitté comme ayant agi sans discernement, je fais une petite incise, c'est le fameux article 66 du Code pénal qui sépare en deux, en quelque sorte, les enfants mineurs ayant agi avec ou sans discernement. Mais, il dit bien, il pourrait donc être utile dans l'intérêt général que tout enfant commencera par être renfermé dans une prison. Donc, dit-il, on verra après s'il faut l'envoyer dans une colonie pénitentiaire, s'il faut le placer dans une famille, d'abord de la prison. C'est au fond l'idée que la société, l'intérêt de la société, passe avant l'intérêt de l'enfant et que la prison est là pour ça. Et quand vous avez évoqué un certain nombre de solutions, on pourrait presque mettre des noms derrière. La prison type pour enfants, c'est la Petite Roquette qui est tout à fait contemporaine de l'époque de Duchâtel, voilà. Vers 1836 environ. La colonie pénitentiaire agricole ou de correction, les termes varient parfois, Sémétrais, qui est exactement dans la même chronologie, les années 1830 également. Et puis dans les centrales, qui ont aussi des quartiers, qui sont réservés en quelque sorte pour les mineurs. Alors on en trouve plusieurs, dont Clairvaux par exemple, mais qui tous les trois sont un peu des maillons qui permettent d'enfermer l'enfant. Alors là, on est en plein dans la vision foucaldienne, mais qui mériterait peut-être d'être nuancée justement. Alors justement, par rapport à ça. On nuancera peut-être cette discussion autour de Michel Foucault au cours de notre débat d'aujourd'hui. Jean-Jacques Ivorel, bonjour. Bonjour. Alors justement, ces années 1830-1840, quand on ne s'intéresse pas directement à cette période et surtout à ce sujet d'histoire des prisons au 19e siècle, on se demande pourquoi cette préoccupation surgit, mettons, à la fin du Premier Empire. Les premiers textes visiblement remontent à 1810-1811 et les premières applications ont lieu sous la Restauration. Les premiers philanthropes à se préoccuper justement de cette difficulté de mettre les enfants au milieu des adultes dans des prisons à l'ancienne, eh bien ces premiers philanthropes commencent à publier des textes aux environs des années 1820. Qu'est-ce qui explique cette prise de conscience à ce moment-là et pas auparavant, Jean-Jacques Ivorel ? Je pense que ce qui explique, c'est qu'à ce moment-là, on prend conscience, on interroge la prison en général. On interroge la prison en général parce que si elle réalise assez bien une de ses fonctions, qui est de proportionnaliser la peine et la faute, puisque la prison permet un quantum de peine très très fin, sa deuxième grande tâche, qui est de réinsérer le détenu, est interrogée fortement à cette époque, et on s'aperçoit qu'en effet la prison réinsère fort peu et que on commence à disserter autour de la prison école du crime, et donc on va enquêter sur la prison. Il va même y avoir créé en 1819 la Société royale pour l'amélioration des prisons, dont les membres vont mener une multitude d'enquêtes dans les prisons. Et c'est en enquêtant dans ces prisons qu'on découvre qu'il y a des enfants, l'attention est portée sur les enfants. Et on se dit que si la mauvaise organisation de la prison n'est pas toujours favorable pour les adultes, elle est particulièrement défavorable pour les enfants. Et donc, on va chercher à ce moment-là des réponses. Donc, on va trouver trois réponses finalement à cette situation défavorable pour les enfants. La première réponse à la prison, ça va être la prison. Mais une prison réformée, une prison qui va notamment séparer les enfants des adultes avec, c'est l'extrait que vous avez lu, plusieurs façons de faire, soit de créer des quartiers spécifiques dans les prisons. Le premier est créé
en 1825 à la prison de Strasbourg, soit de créer, mais il n'y en aura qu'une, une prison spécifique réservée aux enfants, C'est une donc publique, la petite roquette. la Petite Roquette, et puis deux pénitenciers, on va dire privés, enfin associatifs, enfin congressionnaires, un à Marseille et un à Bordeaux, qui vont donc être, eux, strictement réservés aux mineurs. L'autre solution, c'est la colonie agricole. La colonie agricole, c'est C'est une sorte de retour à la terre, c'est une Alors, volonté que ces à enfants fait. des villes soient reforgés par le contact des travaux des champs, c'est cela? C'est tout à fait, c'est l'idée que les enfants des villes, les enfants sont corrompus par la ville corruptrice et que donc le retour à la campagne va permettre leur amélioration forcément à la fois physique et morale. C'est surtout l'idée qu'il me semble, au-delà de cette idée un peu marquée, c'est une idée qui, elle, va être beaucoup plus structurelle. C'est l'idée de créer des établissements éducatifs spécifiques pour les mineurs de justice. Et la troisième idée qu'on explore, qui est recommandée notamment dans une circulaire célèbre, qui est la circulaire d'Argout de 1832. C'est le patronage? C'est le patronage. C'est de placer les enfants et puis de s'assurer de leur bonne éducation. Oui, c'est-à-dire c'est l'idée d'une correction là à l'intérieur d'un milieu qui va leur permettre, soit en aval, soit en amont de la prison, justement de se corriger eux-mêmes parce que l'exemple qui leur sera donné autour d'eux sera meilleur pour eux. Le bon exemple sera meilleur pour eux, puis les bons conseils qu'ils vont recevoir de la part de personnes charitables ou d'inspecteurs de l'administration, des administrations de l'assistance publique ou des prisons, c'est pas trop, parce qu'on met pas vraiment de personnel derrière. Alors c'est très intéressant parce que mutatis mutandis, nous sommes toujours dans ce dispositif. C'est-à-dire qu'un mineur de justice, aujourd'hui comme au XIXe siècle, un mineur qui a commis un délit, on a le choix entre le placement, la prison, oui, le placement dans un établissement spécifique. Alors bien sûr, c'est plus les maisons de correction du XIXe siècle, c'est plus les colonies agricoles du XIXe siècle, ou le laisser dans la société civile avec un soutien éducatif. Ouais, c'est ça. Et donc ces trois formes de prise en charge sont, si j'ose dire, inaugurées sous cette période des monarchies censitaires. Et surtout, Jean-Claude Caron, elles sont pensées à l'époque. C'est-à-dire, ce qui est très intéressant, c'est la multiplicité de ces penseurs qui s'intéressent dans cette première moitié du 19e siècle à cette question-là. D'abord à la délinquance, donc au fait qu'effectivement, il y a des enfants qui, dans la société, doivent être écartés de la société parce qu'ils pratiquent la délinquance. Et puis ensuite, à la façon dont on va corriger cette délinquance. Jean-Jacques Ivorel, dans un de ses articles, cite un texte d'Alphonse Karr qui m'a fait beaucoup sourire. Il dit « Aucun des criminels qu'il tourmente n'est aussi ingénieux en férocité que le plus doux des philanthropes », disait Alphonse Karr à propos justement de l'intérêt porté par cette philanthropie à ce qui doit arriver à ces jeunes délinquants. Le côté caustique d'Alphonse Karr, en fait, ne fait que traduire une réalité de débat extrêmement virulent à l'époque, parce que, au fond, avant même que l'expression existe, l'idée de bagne pour enfants était déjà dans l'air. Elle apparaît plutôt à la fin du 19e, elle prend de l'ampleur dans les années 20 et les années 30, mais dès le départ, il y a des gens qui s'élèvent contre ça. Parce qu'au fond, il y a deux mots-clés qui sont là et on voit qu'ils sont un petit peu contradictoires. Protéger, corriger. Mais protéger qui ? Protéger l'enfant ou protéger la société ? Donc, là aussi, c'est un point qui fait débat. Et puis, il y a aussi l'idée que dans cette idée d'enfant qui va être mis en prison, il y a une trilogie qui est le protéger, le rééduquer, le réinsérer. Mais déjà à l'époque, on peut évaluer tout ça et on voit que ça ne marche pas complètement. Et on parle à cette époque-là, Christian Carlet, bonjour, on parle aussi de chaîne carcérale. C'est-à-dire que effectivement, il y a cette possibilité que ces trois capacités, ces trois façons de traiter la délinquance puissent s'agencer l'une derrière l'autre d'une certaine façon. Oui, enfin, si vous permettez, je voudrais revenir sur une phrase qui me paraît importante de Jean-Jacques Ivorel, c'est qu'on ne peut pas parler du traitement spécifique des enfants sans le dissocier de celui des adultes, si vous voulez. Bon, moi, j'ai essayé de travailler sur le long terme, en partant de la fin du Moyen-Âge jusqu'à la fin du 19e siècle. Et je pense que l'intérêt pour l'enfant, y compris dans les institutions pénitentiaires, entre guillemets, commence très tôt. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait une coupure
Aussi nette que celle qu'on a dite Voilà, depuis le c'est ça, début. aussi décisive, en particulier au moment de la Révolution française. Bon, je ne veux pas entrer dans le détail, et on n'a pas le temps, mais l'intérêt, par exemple, de Vincent de Paul pour les enfants et la mise en place d'une première prison pour enfants qui s'appelait Saint-Lazare, tout à fait particulière, va un peu dans ce sens. Et la Révolution n'a pas constitué une coupure. Par contre, ce qu'a dit Jean-Jacques, et je partage tout à fait son avis, la véritable coupure, si vous voulez, c'est la monarchie de Juillet. La monarchie de Juillet précédée de la Restauration. Bon. Et pourquoi justement cette date-là, Restauration? Je vais essayer de m'expliquer. La Restauration, comme l'a dit aussi Jean-Jacques, ça a été un moment fort, celui en particulier de la Société royale pour l'amélioration des prisons. Et au sein de cette société, il y a eu un regard particulier qui a été porté aux enfants. Et la circulaire d'Argoud 1830, qui pour moi est capitale, enfin je pense que j'ai exagéré peut-être un peu son importance dans mes recherches, mais il n'empêche que cette circulaire contient cette phrase absolument extraordinaire, c'est que la prison et l'éducation sont parfaitement incompatibles. Bien. Et l'idée n'était pas du tout de constituer des institutions particulières pour les mineurs, ça aussi ça a été dit par M. Caron, je crois, mais c'était la dissémination des enfants. Et puis cette idée a été d'une certaine manière pervertie, mais je ne sais pas si le mot est correct, mais il faut replacer cette perversion dans le contexte absolument disciplinaire, sécuritaire, un peu celui qu'on vit aujourd'hui, de la monarchie de Juillet et de l'arrivée au pouvoir des doctrinaires. C'est-à-dire qu'à partir des années, grosso modo, 1835-36, et ça va se concrétiser par un règlement célèbre de 1839, on va introduire une discipline de fer à l'intérieur, en particulier des maisons centrales. Un peu plus tard, 2 ans après, des prisons départementales. Et d'ailleurs, dès lors qu'il y a cette discipline de fer qui est introduite, les enfants, d'une certaine manière, n'avaient plus leur place en prison. Je dirais que deuxièmement aussi, la prison va devenir castratrice en matière sexuelle par la séparation des sexes, si bien que les petits gamins vont devenir une proie sexuelle pour les détenus adultes. Enfin, il y a tout un faisceau. Il y a tout un discours d'ailleurs qui commence à naître dans ces mêmes années que vous avez décrites, des années 1830-1840, justement sur la pédophilie, sur un discours sur l'emprise presque sexuelle des adultes sur les enfants de l'époque. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a eu d'énormes scandales, en particulier dans certaines maisons centrales du Sud-Est, dont celle de Nîmes en particulier, mais aussi à Los, enfin il y a la prison devient une espèce d'usine à fantasmes et les enfants deviennent des proies pour des détenus adultes. Tout ça c'est de l'ordre du discours. Dans la réalité, c'est évidemment plus compliqué. Et il y a tout ce faisceau d'explications qui va se conjuguer, si je puis dire, avec un autre faisceau qui a été aussi évoqué. C'est pour ça que mon intervention est un peu superfétatoire. C'est celui de l'idée de retour à la terre. Ça concerne pas seulement les institutions pénitentiaires. Hein. C'est un phénomène beaucoup plus global. Et c'est vrai que plutôt que je reviens à ma perversion de la circulaire du comte d'Argoud, 1832. On va inventer, ça va se faire très très progressivement, ces colonies pénitentiaires agricoles. Enfin, qui sont d'ailleurs pas une invention. Hein. Je pourrais là aussi, je ne veux pas aller dans les détails d'érudition, mais une systématisation. Déjà à la fin du XVIIIe siècle, à l'hôpital général, on avait créé une ferme pour les enfants mineurs détenus à l'hôpital général. Il y a aussi des écrits de Malesherbes qui vont dans ce sens. Donc c'est une longue histoire. Il y a l'influence des colonies pénitentiaires étrangères. Toujours est-il qu'à partir, grosso modo, c'est ce que Jean-Jacques a dit, de 1835, on va se mettre en place des colonies pénitentiaires. Alors, vous parlez d'exemples internationaux. Moi, j'ai été étonné de découvrir, je dois dire que je connaissais pas cette distinction, par exemple, sur la question de la prison, la bagarre très féroce et très farouche entre les Auburniens et les Pennsylvaniens. Alors ça, je voyais pas du tout de quoi il s'agissait avant qu'on ne l'explique dans les articles que vous m'avez fournis les uns et les autres, ou les livres que vous m'avez fournis pour préparer cette émission. Jean-Claude Caron, c'est quoi exactement, ou Jean-Jacques Ivorel sur ce point? Alors, il y a ça vient bien sûr là, les deux systèmes viennent des États-Unis. Un des systèmes est un système qui prévoit l'enfermement cellulaire, donc isolé de nuit, et le travail en silence de jour. Enfin, c'est le système auburnien. Et le système philadelphien, c'est l'isolement permanent
vocabulaire de jour comme de nuit. Et qu'est-ce qui justifie qu'il y ait eu de tels débats entre les uns et les autres et que dans les congrès justement sur l'histoire carcérale, les congrès pénitentiaires comme celui de Bruxelles, il y a eu des discussions aussi fortes au milieu du 19e siècle autour de ces deux systèmes? Est-ce qu'il fallait privilégier l'un ou il fallait privilégier l'autre, Jean-Jacques Ivorel? C'était tout un débat autour du thème de la contagion. Comment faire? Parce qu'on s'aperçoit que la prison est criminogène. Donc comment faire pour que la prison ne soit pas criminogène? C'est-à-dire comment faire pour que le voleur d'œuf ne devienne pas un voleur de bœuf? C'est pour utiliser une métaphore. Et donc dans ce débat, l'idée poussée à l'extrême, c'est d'interdire tout contact entre les prisonniers. Mais on débat du fait que l'homme est un être de contact et que lui interdire tout contact, c'est l'empêcher d'être un homme. Notamment les catholiques sont opposés à la prison philadelphienne, donc d'isolement total, qui est en plus une invention de Quakers, donc une invention... Ça n'arrange pas les choses. Ça n'arrange pas les choses. Voilà. Alors, Jean-Claude Caron. Oui, pour compléter ce que dit Jean-Jacques Ivorel, revenons encore une fois à la circulaire d'Argout de 1832. Celui-là, on n'en aura jamais autant entendu parler dans une émission. Plutôt en bien, alors que d'habitude, il est plutôt cité en mal dans les histoires de la monarchie de Juillet. Mais bon, ajoutons, et c'est lui qui parle, que l'éducation de la prison, quelque soin qu'on y donne, aura toujours l'inconvénient de laisser les enfants sans communication avec le dehors, sans connaissance des relations sociales et sans autre liaison que celle qu'ils auront formée avec leurs compagnons de captivité. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Puis simplement un petit mot pour ajouter à ce que disait Christian Carlier tout à l'heure. Si ça démarre sous la Restauration et la monarchie de Juillet, c'est qu'à côté de la prison criminogène, il y a aussi la ville criminogène. C'est-à-dire qu'au fond, on entre dans une société qui est de plus en plus urbanisée, industrialisée, où les classes dangereuses font peur, les rejetons des classes dangereuses font peur. Et une dernière chose, c'est aussi tous les mouvements sociaux du type insurrection, révolution. Je rappelle quand même, par exemple, le comte de Broglie, à la fois s'émerveille, mais a très peur qu'en juillet 1830, il voit dans les rues de Paris des bandes de gamins, dit-il, ivres de poudre et de joie. Ou Frédéric Lepret, après la Commune, qui dit que les enfants sont les agents naturels du mal. Donc là, vous voyez, il y a aussi une prise de conscience qui est liée à la situation politique de la France du 19e siècle. Qu'est-ce qu'elle a donc fait, la petite hirondelle? Elle nous a volé 3 petits sacs de blé. Nous la rattraperons, la petite hirondelle, et nous lui donnerons 3 petits coups de bâton. Passe, passe, passera, la dernière. Passe, passe, passera, la dernière restera. Qu'est-ce qu'elle a donc fait, la petite hirondelle? Elle nous a volé 3 petits sacs de blé. Nous la rattraperons, la petite hirondelle, et nous lui donnerons 3 petits coups de bâton. Passe, passe, passera, la dernière. Passe, passe, passera, la dernière restera. Qu'est-ce qu'elle a donc fait, la petite hirondelle? Elle nous a volé 3 petits sacs de blé. Nous la rattraperons, la petite hirondelle, et nous lui donnerons 3 petits coups de bâton. Passe, passe, passera, la dernière. Passe, passe, passera, la dernière restera. Qu'est-ce qu'elle a donc fait, la petite hirondelle? Voilà donc pour la bande musicale du fameux film de Claude Miller, La petite voleuse, c'était la fameuse petite hirondelle. Alors si on avance un peu dans le temps, Christian Carlier, 19e, à la fin du 19e siècle, on peut dire que toutes ces inventions donc, qui se sont cristallisées autour de cette période que vous évoquiez avec les autres participants à notre débat, donc autour de la Restauration et surtout de la monarchie de Juillet, vont se développer de façon différente, en particulier avec l'émergence et l'arrivée de la République à la fin du 19e siècle, la Troisième République. Oui, je crois que c'est là aussi une prise sur le long terme aussi, une rupture décisive, si vous voulez. Ce qui s'est passé, mais je suis obligé de revenir un petit peu, mais très très rapidement, rassurez-vous, sur l'histoire des colonies jusque la fin du Second Empire. C'est que ces colonies, très généralement, il faudrait rentrer dans le détail des colonies, parce que là, on survole un petit peu. Chaque colonie était très différente. On a qu'une heure, donc et pour parler de 2 siècles d'enfermement des enfants, c'est vrai que c'est compliqué. Allez-y. Ce que je
voulais dire simplement, très rapidement, c'est que ces colonies, jusque l'avènement de la Troisième République, c'était des colonies qui passaient auprès des magistrats en particulier, lesquels d'ailleurs dirigeaient parfois certaines colonies, pour des colonies bienfaisantes. Et on ne répugnait plus, on ne se gênait plus pour y envoyer de nombreux enfants, dès lors que ces colonies étaient quelque part considérées comme des bonnes mères. L'effectif des enfants qui était de moins de 1000, je parle des enfants incarcérés jusque la monarchie de Juillet, et a atteint le sommet de presque 10 000, enfin entre 9 500 enfants enfermés dans les colonies. Et puis, pour aller très très vite, à partir de l'avènement de la Troisième République, la population des colonies va se réduire comme une peau de chagrin, en particulier à partir du constat absolument lamentable sur les colonies qui a été fait par la commission d'enquête parlementaire de 1872, où c'était vraiment un constat au noir. Et à partir de là, si vous voulez, ce qui va se produire, mais là aussi c'est très caricatural ce que je suis en train de raconter, c'est que on ne va plus enfermer dans ces institutions pénitentiaires pour mineurs que des enfants réputés difficiles. Je dis bien réputés difficiles, si bien que l'histoire des colonies à partir de la Troisième République, mais là aussi il faudrait introduire de la nuance, ça va être une longue suite de rébellions, de mutineries, d'assassinats et de répressions féroces qui vont s'exercer à l'égard des enfants dans des colonies de sinistre réputation dont vous avez tous entendu parler, Agnan, Belle-Île, la chasse à l'enfant, Ace, Y2SES, etc., etc. Et donc il va y avoir un véritable changement de nature et changement de fonctionnement à l'intérieur de ces colonies pénitentiaires. Oui, avec en particulier, on peut être étonné parce qu'on sait que la République avait pourtant l'habitude de vouloir promouvoir les meilleurs, en tous les cas cette Troisième République, avec une dégradation des personnels aussi qui encadrent ces enfants dans les prisons ou dans les colonies pénitentiaires. Jean-Jacques Ivorel ? Oui, je crois qu'il y a une transformation fondamentale avec le début de la Troisième République dans la lecture même de la délinquance qui explique aussi ces changements. C'est-à-dire qu'on abandonne l'idée classe dangereuse. On est bien obligé puisque les classes dangereuses étaient assimilées aux classes laborieuses qui se trouvaient quand même être le support principal de la République. Donc on était bien obligé d'insulter les gens qui votent pour vous. C'est pas une très très bonne idée pour faire vite. Donc c'est désormais on concentre la répression sur des gens qui sont considérés comme des individus dangereux, singuliers, et ça aboutit en effet à la fois donc à une diminution tendancielle du nombre de personnes, y compris incarcérées, que ce soit mineurs ou adultes, mais par contre à une aggravation forte des conditions d'incarcération du nombre plus petit de ceux qui y sont incarcérés. Et c'est valable pour la loi symbole de la Troisième République, les lois symboliques de la Troisième République, c'est d'un côté on fait la loi sur le sursis et de l'autre côté on fait la loi sur la relégation. La loi sur la relégation qui consiste à envoyer au bagne des gens qui quelquefois n'ont commis que de tout petits délits en récidive. Jean-Claude Caron. Et on pointe également de plus en plus, avec l'œuvre législatrice de la Troisième République aussi, la responsabilité des familles, avec les lois donc de 1889 sur la déchéance paternelle d'une part, la loi Roussel également, et la loi Béranger sur la répression des violences contre les enfants, entre autres. Donc l'idée, c'est de mettre aussi peut-être parfois davantage, je dirais, l'idée de protection un peu en amont pour pouvoir ôter l'enfant en quelque sorte de la mauvaise influence qui serait la sienne en milieu familial. Vous parlez de la correction sur enfant et la violence sur enfant. Vous avez travaillé sur ce sujet, Jean-Claude Caron. Qu'est-ce qui a changé justement entre cette première moitié du 19e et cette fin de 19e siècle, cette Troisième République et début 20e siècle, justement dans la conception que l'on a de la correction, y compris correction physique, pour pouvoir mieux éduquer les enfants. Vous avez tout un chapitre d'un de vos livres sur ce sujet-là, qui revient sur la discipline de fer qui était imposée dans les écoles chrétiennes en particulier au XVIIIe siècle et qui a continué à perdurer une partie du XIXe siècle
ensuite d'être condamné, justement. Alors, en fait, c'est un regard global sur l'enfant qui change et pas seulement sur l'enfant délinquant. Il faut le dire, justement, ça. Et c'est important aussi, c'est que là, il y a une construction, à la fois une construction sociale, intellectuelle, morale de l'enfant, qui n'est pas seulement une construction judiciaire du mineur, mais qui dépasse de loin, en quelque sorte, cette approche judiciaire, et qui fait que, à la fin du XIXe siècle, avec tout cet ensemble de lois, on essaye de protéger le corps de l'enfant contre tous les sévices qui lui sont infligés. D'où la dénonciation des premières campagnes, justement. Ça avait commencé en 1842 avec l'interdiction de l'usage du fouet, par exemple, etc. On balise tout au long de ça tout un ensemble d'interdictions, de châtiments corporels à l'école, ne serait-ce qu'à l'école, par exemple, aussi avec des procès retentissants. Et puis ça va aller en s'élargissant progressivement pour protéger, je dirais, le corps de l'enfant, mais au sens premier du terme, de tous ces châtiments corporels. Élise Ivorel, bonjour. Vous n'êtes pas encore intervenue, mais vous êtes plutôt spécialiste du XXe siècle. On arrive justement à votre siècle. Alors justement, sur cette question justement de cet enfant qu'il ne faut pas séparer, peut-être enfant délinquant, qu'il ne faut pas séparer non plus du regard de l'ensemble de la société sur les enfants, et en particulier en cette fin de 19e, début 20e siècle. En fait, je voudrais insister sur le fait qu'à côté des colonies pénitentiaires et de toutes les autres mesures qui peuvent être prises pour les enfants délinquants, la prison ordinaire, celle avec les hauts murs et les barreaux, a toujours existé et enfermé un certain nombre d'enfants. Et que même lorsque des quartiers spécifiques existaient, des quartiers séparés donc de la détention des adultes, ce n'était pas la règle, c'était l'exception. La majorité des enfants étaient enfermés avec les adultes, mélangés avec les adultes, de temps en temps dans des cellules réservées, mais de toute façon au cœur de la détention des adultes. Et pour revenir sur ce que disait Christian Carlier, au niveau du rapport de 1872, donc dirigé par le vicomte de Sonville sur les prisons, rapport parlementaire, on trouve à peu près la même phrase dans ce rapport, donc qui date de 1872-1875, et dans le rapport parlementaire dirigé par Louis Marmaz en 2000, qui dit que rapport qui disait que les prisons étaient la honte de la République. Presque. C'était celui du Sénat, mais ça revient au même. Et dans ces deux rapports, donc séparés de 125 ans, on trouve une phrase presque équivalente qui précise que dans toutes les prisons de la France, les mineurs ne sont pas séparés des adultes. Dans ces prisons ordinaires dont les noms résonnent, Fresnes, La Santé, les Baumettes. Alors, c'est d'ailleurs très intéressant parce que dans vos travaux, vous insistez souvent, Élise Ivorel, sur cette idée qu'il y a une sorte de volonté permanente de séparer, de créer justement de la séparation, et que c'est un échec quasi permanent, c'est-à-dire que chaque fois qu'on veut, on affirme toujours à grande force, on va séparer les jeunes des adultes, on va faire en sorte qu'ils ne soient pas mélangés et donc qu'ils ne soient pas atteints non plus dans leur physique ou dans leur morale par cette proximité avec les grands criminels. Et puis de l'autre côté, on n'arrive pas, au bout du compte, on remet toujours ça sur l'ouvrage et ça ne marche jamais d'une certaine façon. Je crois très sincèrement que c'est une spécificité française, c'est qu'à côté des alternatives à l'incarcération pour les mineurs, on cherche à réformer la prison pour les mineurs. On cherche en permanence à créer une prison sans les inconvénients de la prison pour les mineurs délinquants. Et l'une des premières choses qu'on va mettre en place au cœur des prisons, c'est effectivement essayer de séparer les mineurs des adultes afin que l'école du crime n'ait plus lieu. Et l'administration pénitentiaire dans l'ensemble manque toujours de très bonnes excuses, manque de moyens matériels, manque de personnel qui n'est pas formé spécifiquement à la prise en charge des mineurs dans les prisons. Les surveillants de prison sont formés à la prise en charge des moins de 18 ans depuis 1999 seulement. Donc c'est tout à fait récent. Tout à fait récent. Oui, alors justement sur ce point, Christian Carlier, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette tentative résolue, enfin du moins affirmée verbalement de réforme, de volonté de séparation, et cette incapacité à le mettre véritablement en œuvre tout au long de la fin du 19e et même tout au long du 20e siècle? Vous savez, je crois que Élise a dit absolument l'essentiel. Bon, c'est-à-dire que, et moi, ce que j'ajouterais, si vous voulez, c'est que deux choses. D'une part, plus on en parle et moins on agit. Ça, c'est un peu une constante dans l'histoire pénitentiaire. Plus les textes sont redondants et moins la réalité ne bouge. Ça, c'est la première chose. Mais je nuancerai un petit peu ce propos. Je m'excuse d'être un peu jésuite là par le fait que c'est à nuancer par tout le temps des espèces d'apprentissages
anti-sorcier pénitentiaire. Quand vous savez, moi, depuis 4 ou 5 ans, je me tape, je m'excuse du mot, des monographies d'établissement. Et c'est vrai que au sein des monographies d'établissement, on a une espèce de contradiction, ou en tout cas en discordance avec les textes officiels. Et il y a comme ça des expériences qui sont faites au niveau des mineurs. On avait vu ça au début du 19e siècle, je reviens toujours sur mon siècle de prédilection, avec ce qu'on appelait les maisons de correction, qui étaient une espèce de structure fourre-tout, où on enfermait à la fois des condamnés à l'emprisonnement correctionnel de courte peine, et aussi des mineurs. Et on s'aperçoit que dans ces maisons de correction, il y avait des expériences tout à fait passionnantes, intéressantes, presque pestalozziennes, si je puis dire, qui ont été faites vis-à-vis... Attendez, je vous arrête parce que là, je ne comprends pas le terme que vous venez d'utiliser. Si vous voulez, des pestalozzistes, je pense que tous les spécialistes connaissent ce personnage, qui était un grand spécialiste, non, allez-y. Un grand pédagogue, pour aller très vite, dont l'idée était d'associer les enfants à la gestion de leur propre enfermement, si vous voulez. Et on assiste donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il y a une espèce de hiatus permanent dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, entre ce que disent les textes, et les textes, c'est la parole des dominants, ce sont toujours des utopies en matière pénitentiaire, en tout cas c'est le cas, et puis la réalité. Donc je confirme que je partage tout à fait l'opinion d'Élise sur ce qu'elle a pu dire. En particulier, tout à l'heure, vous m'aviez posé une question sur le personnel à laquelle on n'a pas répondu. Et puis donc il y a ce hiatus entre ce que disent les textes et puis entre la réalité. Mais la réalité, Élise l'a étudiée dans un certain nombre d'institutions, dans un certain nombre de départements. Mais il y a eu aussi d'autres départements. Je travaille sur l'est de la France actuellement. Bon, il y a eu l'influence allemande dans l'entre-deux-guerres qui a joué dans l'est de la France. Mais en même temps, on assiste à des expériences dont personne n'a entendu parler, comme une espèce de retour à la terre à travers une prison qui s'appelle Falsbourg, où à nouveau on retente l'expérience des enfants au champ, vous voyez. Ouais. Donc il y a toujours et ça, dans quelles années justement on le retente à Falsbourg? Juste après la Première Guerre mondiale. Ouais, d'accord. Élise Ivorel, oui, on est surpris de voir qu'effectivement, dans ce domaine, peut-être comme dans d'autres d'expérimentation sociale, il y a quand même un partage de connaissances internationales qui se fait. On a évoqué les cas des prisons auburniennes et philadelphiennes, donc venant des États-Unis aux premières moitiés du 19e siècle. Il y a par exemple l'exemple belge qui va servir à la France, des prisons-écoles par exemple en 1923. En tout cas, il y a une sorte de partage international, des savoir-faire, on va regarder chez les autres. Est-ce que c'est particulier à ce domaine des prisons ou est-ce que c'est simplement parce que dans le domaine de l'expérimentation sociale, on ne sait pas comment traiter les problèmes et on va donc trouver ailleurs des solutions potentielles? Mais je pense qu'on va beaucoup, effectivement, qu'on va beaucoup regarder ailleurs ce qui se fait, mais il est fort possible que par moment, en tout cas pour ce qui est des prisons, on cherche à calquer des mots sur des choses qui existent déjà. On va regarder chez les voisins, ça c'est bien, on essaye de le prendre, mais on regarde en fait où on l'aurait pas déjà appliqué pour voir si finalement on n'était pas précurseur. Ouais. Bon, pour les prisons-écoles, c'est un peu une exception, c'est effectivement des institutions qui ont été créées en Belgique au début du XXe siècle et reprises en France qu'après-guerre. Après la Seconde Guerre mondiale. Qu'après la Seconde Guerre mondiale. On reste dans cette optique de créer une prison sans les inconvénients de la prison et outre la séparation mineur-adulte, on cherche d'autres choses. Les prisons-écoles, leur créneau, c'était la formation professionnelle. Il faut former les jeunes à un métier pour qu'en sortant, ils puissent se réintégrer socialement. Mais on a fait d'autres essais. À Fleury-Mérogis, au centre de jeunes détenus de Fleury-Mérogis, donc une prison qui existe encore, qui a été créée dans les années 70. Là, c'est la modernité qu'on a mis en avant, avec une prison très moderne, où toute la technologie, tous les matériaux de l'époque étaient mis à disposition. On devait pouvoir aider les enfants, les jeunes à s'en sortir et à ce qu'ils se réintègrent mieux dans la société. L'un comme l'autre a été un échec. Oui, et ce qui conduit cette conclusion pessimiste que vous avancez toujours, donc de l'échec de ces utopies de créer des prisons pour jeunes gens sans les inconvénients de la prison. Jean-Jacques Ivorel. Oui. Alors, écoute, je suis beaucoup moins spécialiste du XXe siècle, mais ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que le dispositif de la prison a toujours, pour les mineurs, fonctionne toujours avec les autres.
mode de prise en charge, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus le patronage au XXe siècle, mais ce qu'on appelle l'éducation en milieu ouvert. Mais toujours la chaîne carcérale, quoi. C'est toujours la chaîne carcérale de Christian Carlier. Enfin, c'est lui qui a un peu inventé ce mot, et je me suis pas privé de le reprendre, en le citant bien évidemment. Mais c'est toujours en lien avec ces différentes... C'est-à-dire que comprendre la justice des mineurs, c'est à la fois comprendre les évolutions de chacune de ces structures, c'est-à-dire de la prison, des établissements spécifiques pour mineurs et du milieu ouvert, mais c'est aussi comprendre comment fonctionnent ensemble ces institutions. Elles ont toujours fonctionné ensemble. À l'époque, à la grande époque des colonies, alors qu'en effet il y a presque 10 000 mineurs dans les colonies, il faut quand même savoir... le maximum, c'est à quelle époque, c'est quelle date à peu près? 1857. Voilà, 9 857 mineurs en stock, comme disaient les statisticiens, en décembre 57. Donc dans les colonies pénitentiaires, les colonies rurales, dans les colonies agricoles. Et on aura à peu près le même nombre au tout début de la Troisième République, quand la Troisième République n'est pas encore une république, enfin n'est pas républicaine, la République des ducs, comme on l'appelle, et de l'ordre moral. À ce moment-là, on atteint encore un chiffre qui frôle les 9700 mineurs. Et puis après, on va assister à une descente. Mais il faut savoir quand même que même pendant cette période, 40% des mineurs qui ont une peine privative de liberté ont une peine inférieure à 6 mois. Et quand la peine est inférieure à 6 mois, elle est purgée dans une prison ordinaire. Eh oui. Donc, dans la maison d'arrêt départementale. Du coin, voilà, c'est ça. C'est quand même 40%, c'est pas négligeable. Oui, Jean-Claude Caron. Oui, deux précisions à ce que dit Jean-Jacques Ivorel, et c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, mais il faudrait le répéter parce que là il y a des questions d'âge qui se posent. La prison, c'est aussi la prison préventive, et cette prison préventive, elle touche parfois des enfants dont même nous aujourd'hui historiens qui travaillons sur les sources sont vraiment étonnés de voir le très jeune âge auquel ces enfants, j'en ai personnellement trouvé de 10, 9, 8, 7 ans qui sont mis en prison préventive. Vous voulez dire que le débat restant sur la responsabilité pénale à 12 ans, c'était un débat qu'on aurait pu avoir beaucoup plus tôt. Absolument, mais sur la préventive, là, il n'y avait pas de limite d'âge. Et puis une deuxième précision aussi, ou un deuxième axe qu'on n'a pas beaucoup vu encore pour l'instant, c'est quand on parle de prison pour enfants, on parle beaucoup d'enfants au sens masculin du terme. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une très forte disproportion entre les garçons et les filles. Est-ce qu'il y a une dimension sexuée, et s'il y a une dimension sexuée, comment peut-on l'analyser en tant qu'historien ou qu'historienne? Je ne sais pas, Élise Vorel, justement, est-ce qu'on travaille aujourd'hui en matière de genre ou en histoire du genre sur ces questions-là, différence homme-femme, garçon-fille? Il y a une révolution qui vient de se faire en ce domaine, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les filles étaient tellement peu nombreuses, elles le sont toujours, les jeunes filles délinquantes susceptibles d'être incarcérées, qu'on ne s'en occupait pas. C'est simplement les textes ne leur sont pas appliqués. Et la séparation des adultes et des mineurs ne vaut que pour les garçons. Pour les filles, ça dépend exclusivement du directeur de l'établissement qui éventuellement met en place cette séparation, mais c'est extrêmement rare. Et est-ce que cette révolution est aussi une révolution historiographique? C'est-à-dire, est-ce qu'on commence à s'y intéresser à ce sujet-là? Est-ce qu'on a la révolution à laquelle je faisais mention était un peu ironique. C'est les récents établissements, les EPM, établissements pénitentiaires pour mineurs, qui viennent d'ouvrir, sont mixtes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir compter 1 à 2 filles pour 100 à 200 garçons. Ouais, d'accord. Ça s'arrête là. Christian Carlier, justement sur cette dimension peut-être donc la plus historiographique du travail sur cette question de l'enfermement des mineurs, des jeunes et des adolescents. Où en est-on aujourd'hui et en quoi il y a peut-être tout à l'heure au tout début Jean-Claude Caron évoquait la figure tutélaire de Foucault qu'il fallait peut-être de temps en temps remettre en cause. En quoi le travail des historiens aujourd'hui tente à nuancer peut-être les propos de Michel Foucault datant d'il y a une trentaine ou une quarantaine d'années? En ce qui concerne les propos de Foucault sur
sur le traitement des mineurs. Moi, je pense à une célèbre page, je crois que je vais faire l'érudit, là, mais je crois que c'est la page 200, où Foucault parlait de ces institutions sans barreaux qui étaient pires que les prisons avec barreaux. Bon, je pense que l'analyse de Foucault, je dirais pas est indépassable, ça serait complètement ridicule, mais l'analyse de Foucault vaut toujours pour ce qui se passe aujourd'hui. Bon, vous savez comme moi qu'avec les EPM dont Élise vient de parler, on retente à nouveau, avec force moyen, des expériences finalement qui n'apportent rien par rapport aux expériences passées, et dont vous avez dit tout à l'heure, enfin, ou dont les historiens Jean-Claude et les autres ont dit qu'elles avaient été des échecs. Bon, donc on rejoue une pièce qui s'est toujours mal terminée. Si vous permettez, je voudrais une petite précision en ce qui concerne d'une part l'âge des enfants et le sexe, simplement une petite précision. J'espère que vous m'en voudrez pas de cette incise. L'âge des enfants, moi j'ai trouvé, parce que je travaille obscurément dans les archives depuis 30 ans, des enfants de 4-5 ans, non seulement dans les colonies pénitentiaires, alors c'était pas la majorité, c'était plutôt marginal, mais des enfants de 4-5 ans. Par exemple, le premier détenu qui est arrivé à la maison centrale de Poissy quand elle a ouvert ses portes, dans les années 1815-1820, c'était un gamin de 5 ans et demi qui avait volé des noix. Donc on allait très loin dans... Alors si vous voulez, sous l'Ancien Régime, il y avait une barrière d'âge qui était celle de 7 ans, c'est-à-dire qu'en dessous de l'âge de 7 ans, on ne mettait pas en prison, sauf les enfants qui suivaient leurs parents. Cette barrière a sauté avec la Révolution. Deuxièmement, ce qui concerne les filles, c'est une histoire, c'est ce qu'Élise avait commencé de dire, c'est une histoire tout à fait particulière qui est à rapprocher de celle en particulier des bons pasteurs, et de l'hyper-religiosité, si je puis dire, qui a entouré l'éducation des filles. Voilà ce que je... Jean-Claude Caron, justement, on évoquait la figure tutélaire de Michel Foucault. Vous disiez, c'est vous qui avez lancé la petite pique au tout début en disant il faut peut-être revenir sur les inventions de Foucault en la matière. La globalisation de l'analyse foucaldienne de l'enfermement est absolument intéressante parce qu'elle donne à voir une image de notre société telle qu'elle s'est construite, en particulier au XIXe siècle, qui est aussi le siècle sur lequel il a beaucoup travaillé, même si c'est pas exclusivement. En revanche, si je reprends par exemple le titre d'une revue qui m'est chère et qui est animée par Jean-Jacques Ivorel et d'autres, la revue d'histoire de l'enfance irrégulière, j'aime beaucoup ce terme. RHEI, il faut dire qu'on peut la trouver en ligne et que c'est très utile grâce à revue.org, revue au pluriel.org, et que tous les numéros sont en ligne sur ce site qui recense justement des revues en ligne. Avec le texte intégral des articles. Donc là, c'est vraiment un apport, un outil de travail utile. Très très intéressant. Je trouve quand même intéressant d'essayer de scinder ce qu'on pourrait appeler les enfants irréguliers d'un côté avec des formes d'enfermement spécifiques, la prison ou la maison de correction par exemple, et les enfants qu'on pourrait qualifier de réguliers et où l'école au sens générique du terme ou l'atelier ne relèverait quand même pas complètement de la même forme d'enfermement. C'était simplement ça que je voulais signifier. Jean-Jacques Ivorel. C'est une toute petite note sur la détention préventive. La loi de 1912 qui crée les tribunaux pour enfants et adolescents supprime toute possibilité de condamner un mineur de moins de 13 ans à une peine de prison, mais conserve la possibilité de la détention préventive sans barrière d'âge. Il faudra attendre 1988 pour que on ne puisse plus mettre en prison préventive un mineur de 6 ans, que ce soit totalement impossible. Un mineur de 13 ans. Voilà, donc c'était pour vous dire que cette détention préventive, là aussi, la détention préventive a joué un rôle important. La prison préventive, pendant très longtemps, au XXe siècle, alors là, l'immense majorité des mineurs détenus étaient détenus en préventive. Mais qu'est-ce qui explique, selon vous, et je vais poser la question à tous les autres, puisque nous en arrivons au terme de notre discussion, cette impression de patiner? On a l'impression depuis le début que ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas eu des innovations, en tout cas que les innovations qu'on a pu imaginer en matière justement de délinquance juvénile ne se sont pas traduites dans les faits véritablement, et que à chaque fois on reprenait des modèles qui avaient été créés dans ces années dont on a parlé beaucoup au début de cette émission, les années de la Restauration et de la monarchie de Juillet. Qu'est-ce qui explique cette impression de patinage? Est-ce que c'est une impression ou est-ce que simplement les mentalités n'ont pas beaucoup évolué sur ces questions-là de délinquance juvénile et d'enfermement des enfants depuis le milieu du 19e siècle, Jean-Jacques Ivorel? Je crois
qu'une des premières causes qui fait qu'on a du mal à trouver une solution par rapport à ces jeunes, c'est que c'est très difficile. C'est-à-dire que au quotidien, ce sont des mineurs très difficiles à prendre en charge. Donc ça, c'est une des premières réalités. Alors ensuite... oui, mais on pourrait imaginer d'autres formes que les 3 formes qu'on a évoquées depuis le début. On a imaginé d'autres. Enfin, d'abord, la prise en charge des établissements dits spécifiques ont beaucoup évolué. D'un autre côté, la prise en charge en milieu ouvert a beaucoup évolué. Il y a eu toute une série d'innovations, mais arrive toujours le moment où des discours, pour faire vite, sécuritaires, viennent en surface et on retombe alors dans les vieux démons d'un enfermement. Et comme malgré tout on se dit qu'on peut pas enfermer comme ça exactement comme les adultes parce que les enfants restent des enfants, on va retomber dans l'idée qu'on va trouver un enfermement, mais rassurez-vous, ce coup-là, ça sera l'enfermement éducatif, l'enfermement qui réussira. Élise Ivorel. Je vais insister sur la prison. J'ai pas de solution. La prison n'en est juste pas une. Et entre autres parce que l'écart entre la prison de papier, donc la prison dans l'idéal pensé, etc. Et la prison de pierre, c'est-à-dire la réalité vécue par les jeunes qui y sont enfermés, est bien trop permanent pour n'être que conjoncturel. Il est constitutif de l'institution prison. Oui, sur ce point, Christian Carlier, avant de conclure. Sur le manque de renouveau, pourrait-on dire, sur la pensée, et quand même ces formes qui sont des formes visiblement dont on a du mal à se débarrasser, ces classements que l'on a créés justement à la première moitié du 19e siècle et sur lesquels on vit encore visiblement d'après ce qu'on a dit pendant cette discussion. Vous allez m'en vouloir parce que c'est une plaisanterie de ma part, mais je vais terminer, je ne sais pas si je dois terminer d'ailleurs par une pirouette, mais je reviens à ces mots de ce vieux con de Comte d'Argout, parce que c'est vrai que Jean-Claude Caron l'a dit. C'est vous qui le traitez de vieux con. Hein, mais c'est que une maison, vous voyez le lapsus, là, une prison ne sera jamais une maison où on puisse faire l'éducation. Bon, et à partir de là, sortons les mineurs des prisons. Bon. Jean-Claude Caron, même question qu'à tous les autres. En fait, je crois que la question de la prison pour mineurs ou pour enfants est très intéressante parce qu'elle illustre bien toujours le décalage qui est entre le regard social sur un problème et sa traduction légale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à cela. Et il y a toujours un décalage, je dirais un peu comme les généraux qui sont toujours prêts, mais pour la guerre d'avant, si vous voulez, pas pour la guerre à venir, quoi. C'est un petit peu ça l'image, hein, si je voulais faire une comparaison. Merci Élise Ivorel, merci à vous deux qui étiez au téléphone. Ça n'était pas le plus simple pour vous, on l'a compris, Christian Carlier ainsi que Jean-Jacques Ivorel. On peut conseiller entre autres l'histoire du personnel des prisons françaises chez Christian Carlier, d'autres livres que vous avez écrits, on les mettra en ligne sur notre site www.franceculture.com. On peut conseiller de Jean-Claude Caron à l'école de la violence, c'était en 99 je crois, chez Aubier, et puis surtout conseiller ces actes du colloque international de Besançon qui nous ont beaucoup servi pour préparer cette émission, édité par vous-même Jean-Claude Caron, par vous-même Jean-Jacques Ivorel, ainsi qu'Anistora Lamar, Les âmes mal nées, jeunesse et délinquance urbaine en France et en Europe au 19e, 20e et 21e siècle, aux presses universitaires de Franche-Comté, le résultat d'un colloque extrêmement utile et dont on peut penser effectivement qu'il aura peut-être des surgeons de recherche, puisque on sent là des sauvageons. J'ai dit des surgeons, pas des sauvageons, une matière pour le futur, pour des jeunes chercheurs qui pourraient s'intéresser à ces questions qui sont un peu délaissées par la recherche française ces temps-ci. Merci en tout cas à toutes et à tous. Si vous voulez réagir à cette émission ou à toutes les autres, 01 56 40 25 78, 01 56 40 25 78. Écrivez-nous à la pièce 61 23 à la Maison de Radio France, 75 220 Paris Sélex 16. Allez sur le site internet www.franceculture.com, rubrique les émissions, la fabrique de l'histoire. Vous pouvez y écouter les émissions pendant un mois, les télécharger pendant une semaine, trouver les bibliographies complémentaires qui sont préparées par Antoine Lachamp. À la technique aujourd'hui, Clément Daté, à la réalisation Marie-Christine Closet.
Et toujours donc le site Facebook, oui, il y a donc un groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire qui a été créé par d'autres, en particulier par des auditeurs comme Xavier Marie, nous les en remercions. Et de temps en temps, nous nous y retrouvons pour discuter entre nous.